Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez 19h à Paris, à la une d'actualité, le variant Omicron est hautement transmissible et exige une action urgente, ont prévenu les ministres de la Santé des pays du G7 à l'issue d'une réunion d'urgence convoquée par Londres. Le ministre français des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a reproché aux représentants syndicaux qu'il a rencontrés en Guadeloupe leur refus de condamner clairement les récentes violences aux Antilles. Il a fait d'une telle condamnation un préalable au dialogue pour le gouvernement. Enfin, reprise des négociations qui visent à relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances à Vienne. Ces pourparlers s'ouvrent sans grand espoir d'avancer à un moment où les activités nucléaires de la République islamique d'Iran s'amplifient. Le variant Omicron est hautement transmissible et il exige une action urgente, ont prévenu les ministres de la Santé des pays du G7 à l'issue d'une réunion d'urgence convoquée par Londres. Les ministres ont salué le travail exemplaire de l'Afrique du Sud qui a su détecter le variant et alerter les autres. Mais alors que sait-on finalement de ce nouveau variant Omicron? Olivier Faysol avec Florent Rodeau. Il n'est connu que depuis 4 jours à peine, mais il terrifie déjà le monde entier. Le nouveau variant du Covid-19, Omicron, représente un risque très élevé selon l'Organisation mondiale de la santé, mais son directeur a tenu à rappeler que les études scientifiques sur le sujet ne sont qu'à leur début. Nous ne savons pas encore si le variant Omicron se transmet plus ou s'il cause des formes plus graves de la maladie, ni s'il y a un risque qu'il résiste au vaccin. Les scientifiques de l'OMS et du monde entier travaillent urgemment pour répondre à ces questions. Malgré les recommandations de l'OMS, l'Afrique du Sud où a été découvert le nouveau variant est désormais coupée du reste du monde. La nation arc-en-ciel se dit punie pour l'avoir détecté en premier. L'interdiction de voyager n'est pas fondée sur des données scientifiques et ne sera pas efficace pour empêcher la propagation de ce variant. L'émergence du variant Omicron devrait être un signal d'alarme pour le monde entier. L'inégalité face au vaccin ne peut plus durer. Tant que tout le monde ne sera pas vacciné, tout le monde continuera d'être à risque. Seuls 23,8% des Sud-Africains sont complètement vaccinés, beaucoup plus que dans le reste de l'Afrique, mais bien moins que la moyenne mondiale. Le variant, qui représente près des 3/4 des cas détectés dans le pays, a déjà traversé les frontières. Quasiment tous les continents sont touchés. Selon l'OMS, il présente de multiples mutations et un risque accru de réinfection par rapport au variant Delta. Mais alors est-il plus dangereux? Il est encore trop tôt pour le dire. Pour l'instant, aucun décès ne lui a été attribué. Résiste-t-il au vaccin? Impossible de le savoir pour l'instant. Les laboratoires Pfizer et Moderna ont d'ores et déjà annoncé travailler sur un vaccin modifié, une dose de rappel spécifique au variant Omicron. Le ministre français des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a reproché aux représentants syndicaux qu'il a rencontrés en Guadeloupe leur refus de condamner clairement les récentes violences aux Antilles, notamment contre les forces de l'ordre. Il a fait d'une telle condamnation un préalable au dialogue pour le gouvernement. Sébastien Lecornu est aux Antilles pour tenter d'apaiser les tensions en Guadeloupe et en Martinique. La discussion avec les syndicats guadeloupéens a duré 10 minutes. Jean-Baptiste Marteau, envoyé spécial de France Télévisions en Guadeloupe. La rencontre entre une délégation de syndicats guadeloupéens et le ministre des Outre-mer aura duré 10 minutes, avec parmi eux le leader Elie Domota, arrivé avec 1 heure de retard et une courte déclaration à lire au ministre. La discussion a tourné court car en préalable, Sébastien Lecornu leur a demandé de condamner clairement les violences de ces derniers jours. Refus catégorique des syndicalistes qui demandent à être reçus à une trentaine. Dialogue de sourds et devant notre caméra, Sébastien Lecornu justifie cette demande initiale de condamner les violences pour ouvrir toute discussion. Et le ministre des Outre-mer nous explique que la nuit dernière, en Martinique, des manifestants qui tenaient des barrages ont exigé des faveurs sexuelles aux soignantes qui voulaient passer. Vous voyez clairement, le climat n'est pas du tout celui propice à une négociation constructive. Place désormais aux élus locaux qui sont attendus ici à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. À Vienne, reprise des négociations qui visent à relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances. Les pourparlers avaient été suspendus au mois de juin. Ils reprennent entre l'Iran, l'Allemagne, la Chine, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Les États-Unis vont envoyer également une délégation qui participera
aux négociations d'une manière indirecte. Ces pourparlers s'ouvrent sans grand espoir d'avancer à un moment où les activités nucléaires de la République islamique d'Iran ne cessent de s'amplifier. On fait le point avec Julien Gall et Bilal Tarabay. Les différentes délégations arrivent au Palais Cobourg de Vienne où, après 5 mois de pause, les négociations sur le nucléaire iranien reprennent. Depuis mai dernier, le fossé s'est creusé entre les Iraniens et les Occidentaux. Pourtant, l'Iran a bon espoir de parvenir à des pourparlers fructueux. La délégation de la République islamique d'Iran a la ferme détermination de parvenir à un accord. Notre gouvernement a montré sa volonté et son sérieux en envoyant une équipe de qualité connue de tous. Si l'autre côté montre la même volonté, nous serons sur la bonne voie pour parvenir à un accord. Les États-Unis sont toujours présents dans la négociation, mais de manière indirecte. L'envoyé spécial américain Rob Malley accuse l'Iran de faire traîner les pourparlers pour avancer sur son programme nucléaire. Vous savez, l'Iran poursuit toujours ses efforts pour développer son programme nucléaire. Et je pense que sa stratégie est assez claire et malvenue. Le pays cherche à avoir plus de levier dans les négociations et obtenir des concessions qu'il n'avait pas dans l'accord de Vienne. En 2018, Donald Trump retire les États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire et rétablit les sanctions contre l'Iran. Joe Biden, lui, veut réintégrer le pays dans les accords, à condition que l'Iran renoue avec ses engagements. Car entre-temps, en réponse au retour des sanctions, l'Iran a enrichi son uranium au-delà des limites imposées par l'accord, et l'élection en juin de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi à la tête du pays accentue cette ligne dure. Téhéran réclame la levée globale de toutes les sanctions américaines et européennes imposées à l'Iran depuis 2017, y compris celles qui ne sont pas liées au programme nucléaire, comme son implication dans les conflits régionaux ou son programme balistique. En cas d'échec de ces pourparlers, l'hypothèse de la signature d'un accord temporaire est évoquée, c'est-à-dire le gel des activités les plus sensibles de l'Iran contre une levée limitée des sanctions. L'objectif serait de gagner du temps, car Téhéran est aujourd'hui plus proche qu'auparavant de pouvoir fabriquer une bombe nucléaire. En Inde, le Parlement a enterré définitivement le projet de réforme agraire après plus d'1 an de manifestations massives des agriculteurs. Fort de cette victoire, les syndicats agricoles appellent à continuer le combat pour obtenir de meilleures conditions de vie pour les paysans. Explication Olivier Fessol. Depuis 1 an, ils campaient aux portes de la capitale, mais aujourd'hui, ces agriculteurs indiens célèbrent leur victoire. Ce lundi, la réforme qui les avait poussés à descendre dans la rue a été abrogée par le Parlement. Ceux qui sont pour, dites oui. Ceux qui sont contre, dites non. Je pense que le vote est en faveur de ceux qui sont pour. Ces 3 lois votées en septembre 2020 visaient à libéraliser le secteur agricole, un marché jusque-là très contrôlé par l'État qui assurait un prix minimal aux producteurs de riz et de blé notamment. Beaucoup de fermiers indiens craignaient que cette réforme ne les rende plus vulnérables face aux grandes entreprises. Maintenant qu'elle est enterrée, le mouvement qui a soulevé les campagnes demande plus. Les syndicats veulent par exemple que les prix régulés concernent plus de cultures. Ils exigent également que les familles des paysans morts lors des manifestations soient indemnisées. Ce jour est un symbole pour le martyre de tous les hommes qui ont perdu la vie dans la rue pendant la mobilisation. C'est aussi le succès du travail acharné de ces personnes âgées, de ces enfants et de ces femmes qui sont restés sur les routes par des températures de 2 degrés ou de 45 degrés. Après avoir défendu cette réforme agraire, le Premier ministre Narendra Modi avait promis de l'abroger le 19 novembre. Une décision très politique. L'année prochaine, des élections ont lieu dans les États clés d'Uttar Pradesh et du Punjab, 2 régions très agricoles. Dans quelques minutes, le débat consacré au sommet France-Afrique qui a lieu à Dakar. Restez avec nous.